Merci à vous d'être si tôt dans notre salle. Voilà. Comme le disait Francis, nous attaquons cette journée par un sujet difficile. On s'est demandé si on n'exagérait pas un petit peu. Professeur Kayat m'a dit, vous êtes audacieux un samedi matin de commencer ce week-end consacré à l'éthique par une question qui, comme le disait Francis aussi, nous concerne tous, notre attitude, nos décisions face à la mort. Pour commencer, je vais vous présenter nos invités. Nous allons avoir un petit film qui, d'une certaine façon, lancera la table ronde. Et je voudrais vous préciser les choses. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps pour poser des questions. Nous aurons une pause vers 11h ou 11h05. Elle sera courte car ensuite se poursuit la table ronde avec 3 autres invités. Mais ne vous inquiétez pas, même si on ne vous voit pas, c'est terrible, hein. Nous sommes totalement isolés de vous. Nous sommes dans la lumière, peut-être, mais bon, on va quand même essayer de vous parler à vous. Donc, avant qu'on ne lance ce film, je ne peux pas ne pas vous présenter nos 2 éminents participants. À côté de moi, le professeur David Kayat. David Kayat est chef du service d'oncologie médicale au groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière depuis 1990. Je n'ai pas vérifié l'info, je voulais vous le redemander avant, mais vous êtes toujours adjunct professeur à Houston, dans ce qui est peut-être le plus grand centre mondial consacré au cancer. C'est un énorme centre, des bâtiments gigantesques, donc vous y allez très régulièrement. Évidemment, peut-être certains d'entre vous ont déjà lu des livres du professeur Kayat. Personnellement, j'aime beaucoup Les chemins de l'espoir, qui est paru il y a déjà un certain temps, 6 ou 7 ans, c'est ça. Et plus récemment, peut-être qu'il nous en reparlera justement parce que sa présentation doit nous donner un peu d'espoir, vous avez écrit « Mon vrai régime anti-cancer ». On en parlera tout à l'heure parce que je pense que vous avez fait cela en réaction aussi à un certain nombre de choses qui vous semblaient exagérées. Je ne peux pas ne pas dire aussi, chose très importante, et à cette époque-là, nous nous étions rencontrés plusieurs fois quand vous étiez à l'ENCA, conseiller du président, et quand s'est fondé l'Institut national du cancer, et vous obligé de, réunir et faire travailler tous vos collègues, ce qui n'était pas une mince affaire, vous avez été confrontés très directement à de multiples questions éthiques vis-à-vis des malades, mais vis-à-vis aussi de vos collègues, je pense. Nous y reviendrons. À côté de vous, Monsieur Damien Leguet, vous êtes philosophe, essayiste, critique littéraire et vous enseignez à l'espace éthique de l'assistance publique Hôpitaux de Paris sur la question de l'éthique de la mort. Et vous êtes vice-président du Comité national d'éthique du funéraire. Je ne vais pas vous expliquer ici ce que c'est, vous y reviendrez parce que c'est un comité d'éthique qui n'est pas forcément très connu et qui pourtant, d'après ce que vous m'en avez dit, est amené à jouer un rôle de plus en plus important. Vous avez aussi écrit des livres. Je vous rappelle qu'en bas, vous avez une librairie. Aux pauses et aux moments opportuns, les auteurs des livres peuvent signer pour vous ces livres si vous avez envie de les lire. Et l'un des livres, car M. Leguet en a écrit 6, le premier était consacré à Halloween, le dernier à DSK. Évidemment, je vous recommande celui qui a été publié en 2003 et qui s'appelle « Qu'avons-nous perdu en perdant la mort ?» Et c'est une question qui vous soucie, qui vous importe et dont vous allez nous parler. Donc, avant que
vous nous parliez, on lance le petit film qui est un extrait d'une série Science en conscience, dont vous avez vu, si vous étiez hier soir à la conférence de Jean-Claude Amezen, une partie consacrée au comité d'éthique. Là, c'est un petit morceau d'une de ces parties qui s'intitule « Avons-nous le droit de donner la mort ?» Le film, s'il vous plaît. Merci. En 1960, j'ai aidé mon père à mourir. Et quand mon père est mort, si vous saviez le bonheur que j'ai eu, j'ai été apaisé, lui était apaisé, parce que déjà depuis plus de 3 mois, il lui disait, si vous ne m'aidez pas, vous le savez, je prends mon revolver et vous me trouvez seul, ensanglanté, dans mon lit. Je ne voulais pas que mon père mourût dans la solitude. Alors nous avons débattu, discuté, on a fait la veille de sa mort un remarquable déjeuner. Et puis on l'a aidé. On l'a aidé parce que c'était notre devoir. Et alors, ce qui, je trouve, est de merveilleux quand on écoute les récits de personnes qui ont pu faire de l'accompagnement, y compris quand ça s'est fait en famille, c'est combien il y a la paix chez les survivants, si on peut dire. C'est ceux qui vont pouvoir continuer à vivre en l'absence de la personne aimée qui aura pu jusqu'au bout s'exprimer. Tandis que dans les équipes et dans les familles où on a fait des gestes de mort, il y a une sorte de malaise, de culpabilité qui reste, des silences, des choses comme ça. Je trouve toujours que l'euthanasie, c'est quelque chose dont on discute facilement quand on est loin de la mort, quand on n'en a pas vu. Quand on commence à voir les problèmes que pose la période qui précède la mort, on devient de plus en plus humble. Initialement, au début de cette réunion, c'était de refaire bien le point, que l'information circule bien entre nous. Et je crois que maintenant, on peut même aller un peu plus loin et discuter, oui ou non, de la futilité de certains nombres de soins qu'on peut proposer en théorie chez cette patiente. Cette dame est en train de partir en multidéfaillance d'organes. Et maintenant, on a beau chercher tous les germes de la Terre, on ne les trouve pas. Les germes et les autres maladies. Et les autres maladies. Enfin, bon, globalement, il y a visiblement quelque chose qui a déclenché tout ça. Et bon, on est passé après. Et puis maintenant, le mal est fait. Et voilà, donc... Nous, on s'en occupe, on fait ses soins de confort, mais enfin, on voit bien que cette dame, elle souffre aussi. J'ai l'impression, je me mouille, j'ai l'impression que si on continue comme ça, il y a un moment donné où je me dis, là ça va pas, on fait trop. Et je peux peut-être me tromper, hein. On fait trop et on lui rend pas service. On peut admettre aussi les limites de l'équipe ici, quoi. Donc, et je trouve pas ça satisfaisant de se restreindre aux compétences de l'équipe et de dire, ben, comme nous on est dépassés, on lâche tout. Là on l'a sédaté, ok, mais la question de la dialyse va se poser très vite. Hein. Donc la décision... Moi je suis la posée, je garde ce week-end, il faut parler de la futilité de certains soins et en particulier de la dialyse. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un de l'extérieur avec un regard extérieur qui est venu pour dire, en effet, on n'a pas d'idée non plus et de toute façon la situation est désespérée, enfin moi je... Qui est en train aussi de nous dire, ben oui, mais si on arrête, on la tue. C'est un peu ça. C'est un peu comme ça que tu le vis, au fond. Tu vois? Non, mais c'est normal. Hein. Oui. Moi, je me saisis de l'opportunité de la dialyse. Ah, tiens, ben, est-ce qu'on la met, est-ce qu'on la met pas? Moi, je dis non. Moi, je me retire. Parce que je pense que là, la dame, elle est... Je reprends le mot, elle est au bout du rouleau. Là, c'est trop tard. En décidant de ne pas monter la dialyse, je ne suis pas dans une euthanasie et je ne suis pas dans l'idée d'un arrêt thérapeutique entraînant la mort de la dame. Et pourtant, ça se discute, mais en réanimation, on sort pas, enfin, tous les patients ne sortent pas vivants et tous ceux qui sont morts, on ne les a pas forcément tués pour autant. C'est simplement que la mort est venue, quoi. Je ne sais pas comment mieux le dire, mais je ne sais pas si tu comprends. Maintenant, je vais vous laisser parce que... On va m'occuper de...
Et puis à 17h, j'aurai besoin d'un coup de main parce que j'ai l'entrée qui va arriver, la chambre. On va peut-être mettre un évitard pour la... Oui, s'il vous plaît. Cette séquence très émouvante où on voit toute l'équipe obligée de s'interroger sur les gestes à faire ou à ne pas faire, alors qu'une patiente est, comme certains le disent, mais d'autres doutent, ça se lit dans leur regard, au bout du rouleau. Damien Leguet, donc je rappelle que vous enseignez à l'espace éthique de l'assistance publique Hôpitaux de Paris sur l'éthique de la mort, et je vous ai demandé de réagir à cette séquence. Allô, oui. À propos de cette séquence, il faut savoir une chose, c'est que dans les images juste d'avant, on voit effectivement cette dame qui est très entubée, très assistée, qui est sous beaucoup d'assistance. Voilà. Et donc, effectivement, il y a ce qu'on pourrait considérer comme une forme de micro-comité d'éthique, c'est-à-dire que ces gens-là, ceux qui sont les soignants, se réunissent et laisse circuler entre eux une parole qui est de nature à laisser émerger une décision ou quelque chose qui pourrait ressembler à une décision. Voilà. Donc on peut toujours réfléchir sur ce que c'est que les comités d'éthique, et on l'a fait effectivement hier, et on pourra le faire toute la journée. Mais là, effectivement, il me semble qu'on est au cœur de cette problématique-là. Deuxième chose que je veux préciser, c'est que le professeur Kayat m'a demandé d'intervenir juste avant, lui qui est beaucoup plus que moi confronté à ces questions-là, pour essayer de mettre peut-être un peu de réflexion, de points, pour essayer de mieux comprendre ces situations-là. Alors, pour les situations de fin de vie, il me semble qu'il y a dans ces situations-là, avec ces équipes, deux soucis qui sont ou qui peuvent être des soucis contradictoires. Le premier souci est celui donc du confort, c'est-à-dire d'accompagner le plus possible la personne, au point même parfois d'utiliser de la sédation qui risque ou qui pourrait risquer de conduire à des absences. Le deuxième souci est celui donc de la conscience, c'est-à-dire de vivre cette fin de vie le plus loin possible, accompagnée des uns et des autres, considérant que la personne qui est en train de mourir est toujours, jusqu'au bout, un être humain, une personne, et que donc, étant une personne, elle est en relation avec les uns et les autres, donc souci de conscience. Donc il y a, et c'est ce qu'on a vu dans notre exemple, donc dans le petit film, donc dans cette réunion des médecins, des soignants, des infirmières, il y a donc une frontière que l'on a examinée de près, difficile à déterminer, entre ce souci de confort, toutes les possibilités offertes par la médecine, et qui peuvent aller jusqu'à considérer que cette personne qui est trop assistée, qui peut-être ne vit plus, parce que trop assistée, pourrait faire l'objet d'une fin de vie, parce que peut-être que la fin de vie est déjà arrivée. Donc il y a là, à mon avis, in situ, une zone grise des soins palliatifs de la fin de vie, entre le souci de confort, c'est-à-dire offrir tout ce que la médecine peut offrir, et puis le souci de vivre jusqu'au bout cette fin de vie-là. Voilà. Donc je crois que là, on est effectivement dans quelque chose qui est tout à fait symptomatique. Alors, je voudrais élargir un tout petit peu le débat dans un premier temps sur cette question donc de soins palliatifs, euthanasie. Parce que là, effectivement, on est entre les deux, à la frontière entre le soin, l'aide jusqu'au bout. Est-ce que le bout est déjà dépassé? Et effectivement, l'euthanasie, pour le dire simplement, l'arrêt des traitements, et puis après, une autre question qui est celle du choix délibéré, comme le disait, et je reprends les débats qui ont eu lieu juste avant cette réunion des médecins, des infirmières, des soignants, entre effectivement M. Caillavet, donc qui est partisan depuis toujours de l'euthanasie, et puis l'intervention de M. Dinchin, je crois, qui appartient au comité d'éthique, et qui, lui, est plutôt dans l'idée qu'effectivement, il faut limiter autant que faire se peut cette intervention brutale qui peut intervenir. Alors,
je crois qu'il y a une distinction qu'il faut maintenir entre deux formes de dignité. Parce que la dignité, c'est le sujet central de ces personnes en fin de vie et du choix que l'on pense devoir faire intervenir pour abréger cette fin de vie. Donc la question de la dignité, dignité de soi, dignité dans le regard des autres, dignité qui est entamée par la situation, c'est-à-dire par le fait de ne pas pouvoir en fin de vie s'exprimer, faire ses besoins naturels, etc. Bon. Donc il y a un effet d'absence de dignité, d'indignité de la personne, et donc se crée à ce moment-là ce qu'on peut considérer comme un écart éthique de dignité. C'est-à-dire l'idée que l'on se faisait de la dignité, ou l'idée que l'on se fait de la dignité d'une personne en fin de vie, est amputée et remise en cause par la situation, le moment, l'accident, etc., qui fait que quelque chose se passe entre les deux. Alors comment réagir face à ça? Et il me semble que là, si on essaye de mieux comprendre ce débat entre soins palliatifs et puis euthanasie, il y a deux conceptions différentes de la dignité. Alors, si on dit dignité de ceux qui sont partisans de l'euthanasie, on dit, me semble-t-il, 2-3 présupposés philosophiques forts. La première, c'est que, et c'est ce que disait Caillavet, donc, en parlant effectivement de son propre père, des discussions qu'il avait eues avec lui, il y a 2-3 présupposés. Le premier, c'est qu'il y aurait, à ce moment-là, parce qu'il y a l'annonce d'une mort imminente, parce qu'il y a eu un accident, parce que, il y a donc une rupture de dignité forte. La personne se sent indigne ou considère qu'elle souffre trop, ce qui est à la fois, la souffrance est une chose à la fois subjective et à la fois corporelle, médicale. Bon. Donc il y a quelque chose qui est une rupture forte. Bon. Et l'idée de ceux qui prônent l'euthanasie, c'est que cette indignité de situation est tellement forte, le père donc de M. Caillavet, pour prendre des exemples précis, a tellement le sentiment d'être en dehors de l'idée qu'il se fait de lui-même que seule une mort volontaire serait de nature à tirer un trait sur la situation telle qu'elle existe. Donc il y a l'idée que, pour ceux qui sont partisans de l'euthanasie, donc, que rien ne pourra demain changer la situation d'aujourd'hui, et ce qui est vrai aujourd'hui le sera demain. Dès lors, il importe donc de tirer toutes les conséquences pour aujourd'hui et pour demain de la situation, en considérant que cette mort, donc cette mort par euthanasie, est la meilleure, la seule, celle qui tire toutes les conséquences de la situation d'aujourd'hui. L'autre option, l'autre situation, c'est, disons, la dignité palliative, donc les soins palliatifs jusqu'au bout, jusqu'à ce que la mort intervienne. Elle laisse supposer que, effectivement, sans doute, il y a eu rupture. Certes, il y a eu un écart entre l'idée que l'on se fait de la dignité et la situation qui est celle de celui qui est en fin de vie, mais il y a un certain nombre de paris, de possibilités de reconquête de cette dignité. La première option philosophique des soins palliatifs, c'est de considérer que, effectivement, la dignité est une conquête, quelque chose qui peut se reconquérir à la fois sur soi-même et aussi sur les autres, considérant que ce qui est reconquis sur soi et sur les autres peut amener à une nouvelle idée de soi et une nouvelle considération et une nouvelle dignité de soi. L'autre option, l'autre préalable, disons, pour les soins palliatifs est la suivante, c'est qui, d'une certaine façon, est digne ou qui n'est pas digne de vivre. C'est-à-dire, est-ce que
quelqu'un qui est affaibli, qui est indigne, ou qui se sent indigne, ou qui a le sentiment d'être regardé comme indigne, a ou n'a pas le droit de vivre jusqu'au bout et donc de pouvoir reconquérir donc cette dignité. Troisième option, c'est que quand on dit reconquête, on dit que la dignité, elle est bien, d'une certaine façon, aussi dans le regard que l'on porte sur soi et dans le regard que les autres portent sur soi. Il y a donc là, me semble-t-il, quelque chose qui est absolument essentiel et qui est dans l'option palliative, un pari sur l'avenir, sur ce que demain peut réserver et sur une reconquête de sa propre dignité plus tard. Alors, je voudrais terminer ces éléments de divergence, si vous voulez, entre les deux sur 2 points. Le premier, c'est de considérer qu'il y a toujours le souci, me semble-t-il, de retrouver dans ces situations-là le juste poids que l'on occupe dans la vie. Alors j'ai dit poids pour une raison simple, c'est qu'il se trouve que dans un de mes derniers livres, donc j'ai interrogé le grand Rama Bernheim. Et le grand Rama Bernheim m'explique que le poids ou que la gloire sont en hébreu la même chose. Et la gloire et le poids, c'est comme ça qu'il le comprend, c'est de dire, par exemple, quand il est dit dans le décalogue « honore ton père et ta mère », ça veut dire « trouve le juste poids par rapport à ceux qui t'ont précédé et par rapport au futur ». Le juste poids, ça veut dire, dit le grand rabbin Bernheim, de n'être ni écrasé par le passé, ni d'être trop léger pour affronter l'avenir. Donc, il y a à ce moment précis, dans ces situations de fin de vie, le souci ô combien délicat de reconquérir d'une certaine façon sa densité de gloire, son poids de gloire, son poids de dignité par rapport à soi-même et par rapport aux autres, en évitant d'être écrasé d'une certaine façon par l'idée que les autres ont ou que soi-même avons de cette dignité de soi, et tout en essayant de ménager, autant que faire se peut, l'avenir, et donc à la fois ceux qui comptent sur nous, et à la fois la reconquête possible, d'une manière ou d'une autre, de ce poids de soi qui est, comme toujours, pour des malades en fin de vie, la question essentielle. C'est-à-dire que la vie devient pesante, la souffrance est écrasante, et l'idée que l'on se fait de soi peut amener à une forme de densité négative en soi. Je voudrais juste terminer dans les 2 minutes qui me restent sur un point, et je pense que c'est ça qui, me semble-t-il, est apparu clairement dans ce petit débat que nous avons vu, c'est quelle est la nature, je trouve ça fascinant quand on voit tous ces soignants qui sont là, quelle est la nature de l'écoute qui est faite par les médecins, par les infirmières, par les soignants. Qu'entendent-ils ? Que doivent-ils entendre ? Il me semble que, et c'est pour ça que chacun entend quelque chose d'autre, hein, et c'est pour ça qu'il y a là un exemple parfait, me semble-t-il, d'une des qualités essentielles des soignants, c'est celle de la polyphonie. Un vrai soignant, celui qui est là, proche, entend en même temps ce que dit la personne en fin de vie, le patient, le malade, jusqu'à exprimer son désir de mort. On retrouve les problèmes d'euthanasie, mais en même temps, il entend autre chose. Il entend ça, et il peut entendre ça, et en même temps, il entend autre chose. Qu'entend-il dans cette autre chose ? Il entend à la fois la souffrance qui peut conduire jusqu'à demander la mort pour abréger la souffrance plus que pour achever la vie. Il entend cette difficulté de ne pas pouvoir parler, de ne pas pouvoir dire, de dire ou de se révolter par rapport à la situation qui est la sienne. Il entend tout ce reflux de vie qui est là et qui s'agite et qui laisse à supposer qu'effectivement, il vaut mieux, à un moment ou à un autre, s'arrêter ou demander de s'arrêter plutôt que de miser sur l'avenir et sur le futur. Et donc, et je m'arrêterai là,
Et donc, cette polyphonie ô combien essentielle, et qui pourrait être, me semble-t-il, ébranlée si on considérait que l'expression claire, constante et répétée de la part d'un malade du désir de mourir était quelque chose qui devait nécessairement, sans autre forme de soutien, être considéré comme une expression claire et juridique d'un désir de mort, laisse à supposer, donc tout cela laisse à supposer qu'il y a une qualité humaine dans ces accompagnements, dans ces soins, dans ces derniers moments de la vie, qui est celle d'entendre à la fois ce que dit le patient, le malade, et en même temps ce qu'il ne dit pas, ou ce qu'il dit autrement, ou ce qu'il dit sans dire. D'où le besoin de collégialité, de partager la parole, d'être plusieurs autour de la table, comme on le voit dans l'exemple, et d'où aussi cette qualité essentielle, et je m'arrête là, sur cette écoute polyphonique indispensable. On peut dire que l'écoute polyphonique indispensable, c'est la définition même de l'humain, qui préside à ces accompagnements et à ce que soigner veut dire. Merci.